Alors bonjour à tous, on va poursuivre et bientôt conclure cette journée extrêmement riche. On se disait avec Hélène qu'il y avait presque déjà l'idée d'une deuxième journée à faire, tant le nombre de sujets évoqués aujourd'hui a été important au fil de ces 4 tables rondes. Alors la mission de cette keynote est de permettre à Hélène Lafont-Couturier et à Bruno Macquart d'être avec nous pour... voilà. Voilà Bruno. Alors, petit aléa du direct, mais c'est pour une ambiance d'autant plus immersive, on va dire. La SNCF a fait que Bruno Macquart n'est pas physiquement parmi nous, mais on le remercie infiniment d'avoir pu être néanmoins dans cette conversation à distance. Cette journée s'est déroulée à travers énormément d'acception du mot d'immersion. On a évoqué énormément de sujets. On a vu qu'on pouvait parler d'immersion spatiale, d'immersion sensorielle. On a parlé même d'immersion empathique, d'immersion de l'imaginaire. Je voudrais qu'on revienne avec vous deux sur le thème de la journée, l'immersion, pourquoi faire. Hélène Lafont-Couturier, vous êtes la directrice de Confluence. Bruno Macquart, vous êtes le président d'Universcience. Vous avez l'un et l'autre occupé de nombreuses responsabilités dans l'univers de la culture et des musées. Et au fond, vous avez été les témoins privilégiés de cette mutation incroyable des musées et des établissements publics face à ces questions de l'immersion. Et au fond, j'avais envie de commencer d'abord par vous replacer dans un rôle de visiteur, de spectateur, et de vous demander à l'un et à l'autre quelle avait été la première expérience d'immersion. À quel moment vous vous êtes dit, là, je vis quelque chose de plus grand que moi, pour reprendre une des définitions qui a été donnée de ce concept. Hélène, je vous laisse peut-être commencer. Eh bien, en fait, moi, c'est assez ancien. C'était en 98, une exposition qui avait été produite par le Musée de la Civilisation à Québec pour le Musée de l'Amérique française. À l'époque, je venais de quitter le monde des musées Beaux-Arts et je me retrouvais à la tête du musée d'Aquitaine, qui était un musée à la fois d'archéologie, mais d'histoire aussi et d'ethno. Et j'étais un peu perdue venant des Beaux-Arts dans cet autre monde. Et je me disais, mais comment raconter l'histoire d'une ville, la ville de Bordeaux était jumelée avec Québec. Et lorsque j'y suis allée, il y avait une exposition qui était intitulée Ludovica, Histoire au pluriel de Québec. Et j'ai été fascinée par cette exposition qui, en fait, avait été confiée à un dramaturge qui est Michel-Marc Bouchard, qui en avait écrit le scénario, qui en avait écrit les scénettes. Et il avait retenu 19 événements de la ville de Québec, de l'histoire de la ville de Québec, des événements à la fois historiques, des événements plus intime, la petite histoire et la grande histoire. Et il avait confié le travail à un scénographe qui s'appelle Daniel Castonguay et qui, lui, avait passé commande à des artistes d'un support qui prenait la forme d'un vêtement. Et ce vêtement devenait le personnage et portait le récit avec un dispositif que j'avais trouvé tellement innovant à l'époque, où on nous mettait un casque et qui se déclenchait à infrarouge. Et le récit avait été enregistré par un comédien. Il y avait Robert Lepage, il y avait différents comédiens canadiens. Et ce récit était très prenant. Et on passait d'un récit à l'autre, sans ordre chronologique. Et l'exposition se terminait par une salle où on voyait des documents d'archives. Donc chaque récit était parfaitement juste et historique, montrant bien la réalité des faits que l'on venait de visiter. Et lorsque j'ai quitté la salle, je suis allée acheter une histoire sur Québec. Et je me suis dit, c'est efficace. J'ai voyagé, et j'en garde un souvenir assez merveilleux. Et c'était simplement, effectivement, passé. Alors, je ne sais pas, il y a quelques photos. On a retrouvé, alors j'avais plus du tout aucune photo de cette exposition.
Et j'ai retrouvé juste avec... on ne peut pas la montrer. Ah oui, on est en visio. Mais j'avais choisi celle qu'on avait prise pour l'affiche, puisque cette exposition, j'avais tellement été fascinée qu'on l'avait prise pour Bordeaux et présentée au musée d'Aquitaine en 2001, par contre. Ce qui avait provoqué d'ailleurs l'interrogation dans la presse, et notamment d'un article dans Le Monde, qui s'interrogeait sur l'appellation exposition. Il disait, mais est-ce que c'est le terme exact? Est-ce qu'il est juste quand on fait une exposition avec des créations qui portent un récit et finalement qui n'est pas uniquement basé sur des objets empruntés dans les collections privées au public. Et du coup, je perds le fil de ce que je voulais vous dire. Et donc, effectivement, l'image que j'avais choisie, c'est très émouvant. C'était juste des vêtements faits dans ces couvertures rouges qui avaient été objet de troc lorsque les Amérindiens rencontrent les Européens. Et ces vêtements qui ont apporté la variole. Voilà. Voilà, donc il y avait comme ça, mais il y avait des choses beaucoup plus légères. Il y avait l'histoire de la naissance du premier syndicat dans une usine de sous-vêtements féminins, et c'était assez. Enfin voilà, on passait du rire à une émotion plus triste, mais c'était un souvenir très fort qui m'a fait regarder les choses complètement autrement, en me disant mais on peut raconter, et par le récit et par l'émotion. Je pense qu'il y a un intérêt qui se développe, une envie d'en savoir plus, et puis surtout un souvenir qui est plus grand. Bruno Macquart, est-ce qu'on peut vous demander votre souvenir à vous? Bonjour à toutes et à tous, et encore mille excuses pour ne pas être avec vous physiquement. Mais comme vous l'avez expliqué, c'est en raison de perturbations dans les transports. En attendant, vous êtes immergé dans mon bureau. Et moi, je suis immergé, grâce à la technologie, dans l'auditorium du musée des Confluences. Et je vais être comme Hélène, je ne vais pas choisir un exemple technologique d'immersion, mais plutôt un exemple très physique, puisque je vais parler de la grotte Chauvet 2, et donc la reconstitution à échelle 1 de la fameuse grotte Chauvet à Vallon-Pont d'Arc, qui est donc une façon d'offrir aux visiteurs de pouvoir visiter une grotte ornée absolument magnifique qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, qui n'est pas visitable. Enfin, elle l'est en fait par les équipes scientifiques emmenées par Carol Fritz du CNRS, mais ils ne peuvent y aller que 4 semaines par an, et en tout cas le grand public ne pourra jamais y mettre les pieds. Et Vallon-Pont d'Arc offre une promenade dans ce lieu magnifique. C'est une reconstitution, et c'est une immersion assez magique dans un lieu qui est important pour l'histoire de l'art, puisque c'est l'endroit où la théorie de Leroy-Gourhan de l'enfance de l'art à travers Lascaux a été finalement réfutée, puisqu'on s'est aperçu que bien avant Lascaux, donc à Chauvet, les hommes avaient déjà une parfaite maîtrise des techniques picturales. Ça a été un moment important de ce point de vue-là. Donc c'est de l'immersion de manière extrêmement indubitable, et c'est de l'immersion très réussie de mon point de vue, et encore une fois non technologique, mais on parlera de la technologie tout à l'heure. Alors, c'est drôle parce que je crois que c'est sur la première table ronde où on a déjà parlé des grottes comme étant finalement les premiers lieux d'immersion, comme quoi ça n'est pas un sujet nouveau. On a parlé aussi des dioramas, on a parlé de tous ces dispositifs qui, au fil du temps, ont permis de s'immerger différemment dans des sujets. Et c'est vrai que vous avez l'un et l'autre choisi des exemples non technologiques. Est-ce que dans votre travail aujourd'hui, le fait d'avoir tous ces dispositifs dont on a évoqué l'existence pendant cette journée a changé votre façon de travailler? Et est-ce que finalement, vous pourriez répondre à la question l'immersion, pourquoi faire? Au fond, aujourd'hui, pourquoi vous avez recours à des dispositifs immersifs l'un et l'autre? Je pense que pour moi, le premier recours, mais c'est des choses qu'on peut discuter, on a aussi des avis qui diffèrent, c'est déjà de déconnecter le visiteur de son quotidien et de lui permettre de rentrer dans le sujet
que traite l'exposition, que montre l'exposition. Je pense que c'est vraiment le fait de, voilà, on oublie, on quitte la ville, voilà, c'est comme un voyage. Pour moi, l'immersion, c'est ça. Et c'est pas forcément un dispositif technique. On a vu tout à l'heure dans les images qui avaient été projetées, voilà, je me souviens Antarctica, voilà, on était sur la base vie. Et c'est ça qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, la notion de sas, je crois que pour moi, c'est la première chose qui permet de capter l'attention d'un visiteur qui va plonger vraiment dans le sujet. Donc c'est le récit, au fond, qui est. Oui, pour moi c'est le récit, et c'est vrai que, oui, je suis pour les musées, j'aime les musées, et les musées, c'est vrai que une exposition, c'est un récit qui est fait d'objets, de textes et d'iconographie. Enfin voilà, et voilà, il y a toutes sortes d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'aller plus loin dans l'immersion. Ce rapport à l'objet, il reste pour vous central. Oui, même si l'immersion doit le faire vivre autrement. Je pense que l'objet en lui-même porte déjà, ou vient porter et appuyer un discours, un récit. Le récit a besoin. Tout à l'heure, je ne sais plus c'est Macha, je crois, qui disait qu'elle avait besoin d'éléments c'est Mourad, qu'il avait besoin d'éléments scénographiques. Moi, j'ai besoin d'objets, voilà. Okay. Mais on peut avoir des avis qui diffèrent dans l'équipe. Alors Bruno Macquart, vous avez des musées sans objet. Alors comment fait-on Est-ce que l'immersion vient pallier ça ou au contraire susciter l'imaginaire autrement? Comme vous le soulignez, effectivement, moi je suis d'institution muséale sans objet, sans collection. Nous sommes les musées de l'après-objet. On a été conçus à dessein comme des musées qui mettaient en avant la médiation. C'est-à-dire que la médiation, ce n'est pas simplement un accompagnement de la proposition, elle est elle-même en fait l'objet que nous montrons. Et je donnerai un exemple. Malheureusement, on ne va pas pouvoir voir les images non plus, mais nous présentons en ce moment une exposition Silence. Il n'y a rien dedans en fait. C'est un peu... Ça illustre le travail qu'on a à faire tous les jours. Quand on n'a rien à montrer, il faut le faire de manière extrêmement sophistiquée. Il faut le faire avec grand soin. Quand je dis quand on n'a rien à montrer, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'objet à montrer. Il faut évidemment travailler sur un environnement sensible. Et l'exposition Silence, elle se visite avec un casque dans un univers très dépouillé, qui offre à chacun une expérience de visite unique, puisque ce sont les déplacements de chacun d'entre les visiteurs qui décide son parcours et qui lui permet d'entendre des choses. Et alors, on passe d'une cellule de prison à une salle de concert dans laquelle on entend, ou on n'entend pas d'ailleurs, la fameuse pièce de John Cage, 4 minutes 33. Vous savez, c'est 4 minutes 33 de silence, en fait. C'est une façon très forte de faire finalement de la réalité virtuelle audio, parce que c'est une réalité reconstituée. Quand on dit VR, on pense souvent images, mais on est aussi capable de faire de la VR audio. Et encore une fois, pour nous qui sommes des musées de médiation, la médiation plus l'immersion, ça fait une expérience sensible intéressante, parce que c'est ça qu'on doit offrir aux visiteurs. Est-ce que je peux vous demander quelle est la réaction du public dans l'exposition Silence, et est-ce que vous avez appris des choses nouvelles de ce point de vue-là? Le visiteur moyen sera à peu près à 1 mètre au-dessus du sol, tellement il a été transporté ailleurs, dans des univers très différents. Marie-Pauline disait tout à l'heure que dans ces expositions, les gens passaient plus de temps. Les gens passent beaucoup de temps dans silence, parce qu'en fait, elle se déguste. Elle offre une parenthèse dans le temps, et on est très heureux d'avoir fait venir cette exposition de Suisse, puisqu'elle vient du musée de la communication de Berne. Et donc, je dois leur rendre l'hommage qu'ils méritent, puisqu'ils ont une équipe de conservateurs particulièrement inspirés.
Tout à l'heure, on a évoqué la notion de plaisir comme étant au cœur de l'immersion. Est-ce que pour vous, c'est à l'aune de ce plaisir ressenti par le visiteur qu'il faut juger qu'une expérience immersive ou une exposition immersive est réussie? Est-ce que c'est une question que vous vous posez au fond d'avoir un peu des critères d'évaluation? On a beaucoup dit, je crois, dans la journée qu'il n'y avait pas de recette miracle. Néanmoins, puisque vous êtes aux manettes l'un et l'autre, vous avez des décisions à prendre. Qu'est-ce qui guide vos décisions et qu'est-ce qui fait que en aval, vous vous dites que cette expérience, elle était réussie? Je dirais tout d'abord la satisfaction des visiteurs, puisqu'effectivement, il n'y a pas qu'un public, qu'un type de visiteur. Voilà. Je pense que c'est le premier point. Puis c'est vrai que Nathalie en a parlé tout à l'heure lors de la précédente table ronde. Il y a des enquêtes régulières qui viennent abonder. On se rend compte aussi, nous, quand on circule dans les salles d'exposition, comment le public réagit. Puis je pense qu'on essaye d'avoir un regard aussi critique sur ce qu'on a fait et pour améliorer. Effectivement, l'exemple de Munier en atteste. Mais c'est vrai que c'est la satisfaction du visiteur, c'est aussi l'exigence du contenu, parce qu'en fait, une exposition, c'est aussi un sens. Et je crois que ça joue. Il y a la satisfaction. La satisfaction, elle vient aussi souvent quand le reste est réuni. Et pour vous, Bruno Macquart? Alors, pour un musée de sciences, évidemment, s'intéresser à l'immersion, on va dire technologique, et j'allais dire un impératif moral. Et on s'y intéresse depuis de nombreuses années. Le fait est qu'aujourd'hui, par exemple, les grands espaces de vidéo projetée, on peut penser à ce que font nos collègues, par exemple, dans la base de sous-marins de Bordeaux. Ça rencontre un succès fou. Et donc, ça, évidemment, nous intéresse de ce point de vue-là, parce que en fait, ça reboucle avec quelque chose qui nous occupe depuis les origines, parce que le spectaculaire est un puissant outil de cognition. Quand on pense quand même que depuis la Bénollet qui à Versailles sous Louis XV électrifiait la cour, ou alors quand on pense à ce que le physicien Jacques Charles qui a fait décoller dans les Tuileries un ballon dont on s'est inspiré pour les JO, un ballon à gaz rempli d'hydrogène, quelques jours juste après le premier vol habité l'histoire qui avait lieu, qu'on doit au frère Montgolfier, tout ça avait lieu au château de la Muette, le château de Louis XV. C'était en 1783. Il y avait 400 000 spectateurs. Ben, c'était le bassin des Lumières de l'époque. Hein. C'était du spectaculaire. Et c'est un ressort qu'après ça ont utilisé les expositions universelles. Mais nous sommes aussi les descendants des expositions universelles. Donc, c'est intéressant pour nous de continuer sur cette veine spectaculaire et d'être en mesure d'offrir à nos visiteurs une expérience mémorable. Quand au Palais de la Découverte, on fait se dresser les cheveux sur la tête, on marque le visiteur pour la vie. Et c'est bien ainsi, en fait. Je crois qu'on en a tous fait l'expérience, petits et grands. Vous parlez des carrières de lumière ou du succès de l'atelier des Lumières. C'est vrai qu'on a souvent opposé l'expérience et le contenu. On a souvent dénoncé ce flou qui commence peut-être à exister avec le monde ludique, le monde de l'entertainment, du divertissement. Quel est votre regard à l'un et à l'autre sur cette question? Alors moi j'ai un regard un peu... Enfin, je n'apprécie guère l'atelier des Lumières, je dois dire. Je n'y suis allée qu'une fois. En fait, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait... l'œuvre est détournée, elle n'est pas présente, elle est détournée et il n'y a pas de contenu. C'est juste une projection sans... Voilà, et on ressort. Et je suis toujours... voilà, alors ça a certainement un côté qui peut-être éblouit,
Mais moi, personnellement, j'ai de la peine avec ça parce que j'aime d'abord l'œuvre. J'aime moins sa diffusion détournée et tronquée et sans sens, surtout à mes yeux. Bruno Macquart. Écoutez, je vais parler de ma belle-mère qui vit à Arcachon. Elle adore aller à Bordeaux parce qu'elle n'est pas impressionnée, alors qu'elle peut l'être dans un musée plus classique. Et que ça permet aussi d'aller chercher toute une partie du public qui ne vient pas forcément chez nous. Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut faire en matière culturelle, on est bien d'accord, mais je pense que ce sont des propositions qui sont encore dans l'enfance de l'art, d'une certaine manière, et qu'il y a beaucoup de choses qui doivent et qui vont changer assez vite. Si vous regardez les spectacles de VR de dernière génération, ils sont bien meilleurs que ceux qu'on a vus il y a 2 ans. Il y a un sujet d'écriture, très clairement. Et c'est là où nous, on a une place, une carte à jouer. Il faut qu'on garde cette faculté de narration, d'écriture, de médiation et qu'on mobilise les techniques d'aujourd'hui pour faire finalement notre travail comme on sait le faire, mais en utilisant ces technologies. Et après tout, si en sortant du bassin des Lumières à Bordeaux, ma belle-mère achète un livre sur les impressionnistes, est-ce que finalement on n'a pas gagné? Je fais une petite incise parce que vous venez de dire, voilà, c'est aussi un enjeu pour nous de garder la main finalement sur ces dispositifs. L'immersion, ça a changé votre vie de dirigeant d'établissement parce que ça vous a directement impacté. Ça a aussi changé tous les métiers finalement des musées. Est-ce que c'est périphérique? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être juste externalisées pour voilà, créer un peu l'événement? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, mais je crois que peut-être la journée d'aujourd'hui a répondu, maintenant a infusé tous les métiers de la culture et des musées? Je pense qu'aujourd'hui, on ne ferait pas sans. Et effectivement, alors après, ça dépend de la taille des établissements, de pouvoir créer les postes ou pas. Je pense que ça joue aussi pour beaucoup dans ces choix-là. En tout cas, effectivement, au Musée des Confluences, on a la chance de pouvoir avoir une équipe qui est dimensionnée et qui a surtout ce savoir, en fait. Cet apprentissage de la mise en récit, de ce principe narratif qui est déployé pour chacune des expositions, et puis cette approche aussi interdisciplinaire, cette construction par l'interdisciplinarité avec le principe narratif, effectivement joue pour beaucoup dans l'immersion. À Universcience, que ce soit au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences, qu'est-ce qui vous semble le plus marquant? Tous les métiers ont changé au gré de ces nouveaux outils technologiques? Alors, nos métiers La évoluent en médiation, par permanence. exemple. Ben, mais si on fait un petit rappel historique, les planétariums, ils ont été inventés il y a 100 ans en Allemagne. C'est un planétarium, c'est une technologie d'immersion particulièrement efficace qui s'est déployée aujourd'hui dans le monde entier, qui est encore très prisée. Quand on rouvre la géode à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est de l'immersion. Et j'allais dire qu'il n'y a plus de propositions aujourd'hui dans lesquelles nous ne cherchons pas d'immersion. Alors, elle n'est pas forcément technologique, elle n'est pas forcément, elle ne s'adresse pas forcément uniquement à la vue. Comme je disais tout à l'heure, elle peut s'adresser aussi à l'oreille, mais elle peut aussi s'adresser à l'odorat, au goût. L'immersion, c'est un exhausteur de goût. Nous proposons une fois par an un week-end d'atelier géant à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui s'appelle l'Orchestre culinaire. Quand vous rentrez, ça sent merveilleusement bon. Nous offrons un environnement unique qui mobilise le goût, l'odorat et puis le toucher et la pratique. Je pense que nous faisons tous de l'immersion sans forcément le savoir et c'est très bien ainsi. Mais je pense que l'immersion, elle va avoir, elle pose aujourd'hui pour nous des problèmes importants parce que si je reviens à l'immersion technologique, ça coûte cher.
même très Oui. cher. On n'a pas que toutes les compétences, il ne faut pas se le cacher. Il y a de nouveaux acteurs qui sont sur le marché et qui sont des concurrents assez agressifs. On ne sait pas comment on peut garder le côté participatif et le côté humain à travers des dispositifs technologiques. Et puis aussi, c'est problématique d'un point de vue écologique, puisque c'est très, très consommateur d'énergie et d'électricité. Et donc, on est aujourd'hui face à, j'allais dire, un problème important, collectif, et il faut qu'on monte en compétences ensemble et qu'on puisse relever ce défi comme on en a relevé déjà de nombreux par le passé. Moi, je suis très optimiste sur le fait que nous allons être capables d'absorber, de métaboliser cette nouvelle révolution technologique pour porter plus haut, plus loin ce qu'on sait très bien faire. Vous évoquiez les musées comme l'immersion comme une forme d'exhausteur de goût, d'exhausteur de sens, de tous les sens. Il y a un sens au musée des Confluences, Hélène, que vous avez privilégié, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le toucher. Toucher de vrais objets. On parlait de la météorite et je crois qu'on a tous eu envie, on a tous eu des fourmis dans les doigts. Pourquoi ce sens-là en particulier à Confluence? Je pense qu'en fait, il y a une compréhension par le sensible. Et lorsque vous touchez une météorite, c'est métallique. Enfin, je veux dire, tout de suite, vous touchez le fémur de Camarasaurus. On comprend le fossile, en fait, c'est devenu de la pierre. Et je crois qu'il y a à la fois une émotion de toucher l'objet, on ressent des choses par le toucher, et c'est presque implicite. Enfin, je veux dire, je crois beaucoup à ce genre d'expérience. Donc, effectivement, Christian le disait, on a commencé, on va étendre un peu ce dispositif. Oui, moi, je suis beaucoup sur le sensible. Je trouve qu'on retient des choses, on rend les choses plus compréhensibles. Et quand on est enfant et qu'on a la chance de pouvoir toucher une météorite, je pense qu'on s'en souvient toute la vie. Et voilà, je trouve que le sensible est quelque chose qui est accessible pour tous. Tout le monde peut toucher. Tout le monde ne peut pas entendre, ne peut pas voir, mais on peut tous toucher. C'est universel. Universel. Je voudrais qu'on revienne d'un mot sur le sujet des expositions de réalité virtuelle. On en a parlé ce matin et moi j'ai été très frappée de voir ceux qui ont expérimenté dans leurs établissements ces dispositifs et qui disent qu'au fond, il y a aussi une part d'insatisfaction du public parce que le dispositif isole, parce qu'on croit pouvoir toucher, puis en fait, on ne peut pas toucher l'animal. Et pourtant, ces expositions, ces dispositifs ont aujourd'hui énormément de succès. Comment l'un et l'autre vous appréhendez ces nouvelles formes d'exposition qui, en plus, parfois sont déconnectées physiquement du musée? Bruno Macquart, quel regard vous portez sur ce type d'exposition? Il est intéressant, d'abord parce qu'il plaît au public. Donc, c'est une donnée importante à prendre en compte. Après ça, vous avez mis le doigt sur le sujet que vous avez des expériences collectives ou des expériences individuelles, c'est absolument pas la même chose. Le casque enferme, en fait, alors que les spectacles de vidéo projetés permettent une expérience collective. Donc, on a là des choix assez différents. On a un problème d'écriture, comme je le disais tout à l'heure, qui aujourd'hui fait que il faut qu'on trouve des bons scénaristes, il faut que les contenus soient là, il faut que la manière de s'adresser au public que nous avons tous développé, elle soit mise au service de ces technologies. Puis il y a un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, hein, c'est que l'enjeu écologique auquel nous devons tous collectivement faire face va conduire, même si on ne veut pas se l'avouer totalement aujourd'hui, à ce qu'on se déplace moins, qu'on fasse moins de voyages.
les déplacements aériens, c'est 2,6% des gaz à émissions, des émissions de gaz à effet de serre, pardon. Si on ne prend que la consommation de carburant, c'est l'équivalent des émissions du Japon. Pour vous montrer l'importance. Il faut absolument, et ça va bouger dans les années qui viennent, il faut qu'on réduise nos déplacements. Et l'immersion technologique, elle offre ce voyage immobile dont on va avoir de plus en plus besoin. Il va falloir que les gamins qu'on ne pourra plus forcément faire voyager, enfin en tout cas les enfants ne pourront plus aussi facilement voyager que leurs parents ou leurs grands-parents. Il faut, et nous devons leur fournir des occasions finalement de voyage immobile et donc d'immersion dans des mondes différents. Encore une fois, c'est pas forcément de la VR, ça peut être de la VR. On a proposé, développé un dispositif qui permet d'aller sur Mars en métavers et en VR, mais on pouvait aussi aller dans le sous-marin l'Argonaute, qui est juste à côté de moi, si je puis dire, et qui vous offre une immersion dans ce qu'est un sous-marin. Et donc, l'immersion technologique ou non technologique, elle va être d'autant plus importante qu'on va moins être à même de voyager, donc d'expérimenter par soi-même de nouveaux environnements, des environnements très différents. Donc, je pense que l'immersion de très beaux jours devant elle. Oui, c'est pas une mode pour vous deux. C'est vraiment maintenant une révolution qui ne s'arrêtera plus. Je pense que le public s'est habitué à l'immersion et qu'il aura de la peine à... Est-ce qu'on peut encore faire une exposition qui n'est pas le mot immersive dans son, il y a plusieurs dans son intitulé? Oui, c'est ça. Je sais, enfin oui, mais c'est pas forcément que technologique, c'est ça. L'immersion n'est pas que technologique. Lorsqu'on avait présenté l'exposition Antarctica, qui revenait sur cette expédition qui avait été faite, on permettait d'aller finalement sur une partie du monde où finalement très peu de gens se rendent, et on voyait bien que les gens sont venus, sont revenus. Je me souviens de la dernière salle qu'on a vue en photographie tout à l'heure, où effectivement on était environné par tous ces manchots, d'avoir vu des enfants se précipiter contre les bâches sur lesquelles étaient projetées les images, et qui essayaient de prendre les pingouins dans les manchots dans leurs bras, et se retrouvaient à avoir embrassé le vide. Mais en tout cas, cette exposition, ça m'a frappée parce qu'elle avait vraiment plu au public. Ça ouvrait en fait au monde quand on peut pas voyager. Quand il y a eu Mackay, c'était un peu la même chose. On permettait d'aller sur des endroits où il est difficile de se rendre. Donc je pense que on a encore de beaux jours devant nous, avec des tas de sujets qui permettent de faire découvrir le monde, puisque le musée, c'est aussi une ouverture au monde et d'aider à comprendre en fait ce monde dans lequel on vit et sa complexité. Et je crois que des expositions qui font découvrir répondent à ça. Et pour ça, on a besoin d'être immersif. Au fond, plutôt d'éveiller la curiosité que de transmettre des connaissances, y compris dans les musées scientifiques, Bruno Macquart. C'est pas tellement l'enjeu. Aujourd'hui, l'accès à la connaissance, il est facile. Enfin, en tout cas, il est quantitativement facile, puisqu'on a tous dans nos poches, avec nos téléphones, on a la bibliothèque du monde au bout des doigts. Le sujet, il est plus temps d'aller chercher de l'information pour la donner à des visiteurs, parce que l'information est plus rare. Avant, elle était dans les livres, qui étaient dans les bibliothèques, on avait besoin de nos maîtres pour nous la transmettre, c'est terminé. Aujourd'hui, nos visiteurs, ils savent beaucoup plus de choses qu'avant. Et notre sujet, c'est plutôt de les aider à se repérer dans ce nouvel univers informationnel, leur donner des clés de compréhension, éveiller leur curiosité. Et c'est là où un musée qui parle, un musée qui répond à ses visiteurs, est un musée pertinent pour le siècle qui s'ouvre, et ce qu'on appelle la médiation humaine dans notre jargon, qui a été poussé à son meilleur au Palais de la Découverte, puisque vous rencontrez des gens, en fait. Vous assistez à des présentations faites par des médiatrices et des médiateurs, des présentations en direct et qui suscitent les questions du public. Ça, c'est, je pense, le rôle des musées, en tout cas des musées de sciences demain et après-demain, il sera centré là-dessus.
un musée qui parle, et puis un musée, comme vient de le dire Hélène, qui continue à faire voyager. Si je puis encore parler un peu du Palais des Découvertes, qui va rouvrir progressivement à partir de juin de cette année jusqu'à fin 26, où là vous aurez la totalité de son nouveau parcours. Mais on a réussi à installer sur le toit un télescope sur un bâtiment classé en plein Paris. Ça n'a pas été d'une simplicité totale, mais on a été aidé par, j'allais dire, des gardiens du temple monument historique très, très inspirés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dans le planétarium et dans le palais des découvertes, on va pouvoir bénéficier en ville et de jour, parce qu'aujourd'hui, les télescopes, ils ont des logiciels qui vous permettent de nettoyer les images de tout ce que vous ne voulez pas voir. Vous allez pouvoir avoir des images du ciel profond à tout moment à Paris, en plein cœur de Paris. Et donc, on va être immergé dans le ciel. Le gros avantage, c'est que vous avez un médiateur avec vous. Et je reviens à ça, hein, c'est médiation plus immersion, c'est ça l'expérience qui est, je pense, la plus précieuse et sur laquelle nous devons travailler. Une médiation, un musée qui parle, une médiation humaine. Comment l'un et l'autre vous regardez la question de l'intelligence artificielle par rapport à cela? Est-ce que plutôt que des conférenciers au Palais de la Découverte, on aura des chatbots hyper intelligents? Non, mais les médiatrices et les médiateurs du Palais des Découvertes, ils vous offrent déjà des ateliers sur l'intelligence artificielle. Cet été, on rouvre le Palais des Découvertes avec une exposition temporaire qui s'appelle l'intelligence artificielle. On va faire des médiations sur l'écriture des prompts. Comment est-ce qu'on écrit les prompts? Comment est-ce que vous interrogez une intelligence artificielle? Parce que ça, c'est très nouveau. Mais enfin, c'est très nouveau. Les jeunes, hein, sont à quasiment 50% à utiliser l'intelligence artificielle conversationnelle tous les jours. Et je pense que si on regardait les 15-17 ans, ça serait plus que 50%. Donc, c'est un phénomène assez passionnant, qui est à la fois technologique et sociétal. Et nous, ce que nous avons par ailleurs décidé de faire, c'est qu'on a un projet expérimental à destination des enseignants pour interroger de façon, j'allais dire, puissante nos ressources, qu'elles soient texte, images fixes ou images animées, vidéo, pour les aider à faire des plans de cours. Et donc, on est en train de tester un projet qui s'appelle ADA, dans son nom de code. ADA, c'est une référence à Ada Lovelace, grande scientifique moins connue que d'autres, à tort, puisque c'est une des pionnières de l'informatique. Et donc, cette plateforme ADA devrait permettre à terme aux enseignants du cycle 3 dans les domaines scientifiques d'être capables d'éditer des plans de cours avec des ressources associées, des ressources donc, dont la qualité est contrôlée puisque ça vient de chez nous, assorties à des exercices, des quiz, bref, d'armer les enseignants plutôt que de le laisser finalement chercher tout seul dans un maquis de ressources que nous sommes, il n'y a pas que nous, très heureux de leur fournir, mais l'intelligence artificielle va nous permettre de passer à une autre dimension, d'être musée finalement pour la communauté enseignante. C'est un lieu de ressources, mais organisé et tourné vers celui qui en a besoin. Au fond, ce sera peut-être, je vous laisserai donner chacun un mot de conclusion, mais l'immersion, pourquoi faire? En vous entendant, je me dis que l'immersion, au fond, c'est pour continuer à faire vivre profondément l'identité des musées, mais peut-être autrement, encore, de façon encore plus créatrice, innovante. Oui, je pense que c'est poursuivre l'aventure et l'enrichir. Sans trahir aucune des missions. Sans trahir. Et il y a quelque chose qui était important, c'est de dire aussi que nos institutions sont des institutions dont la parole est fiable. Tu l'as dit un petit peu, Bruno, et je trouvais que c'était la parole de nos institutions et oui, le public peut faire confiance en fait, et on a aussi ce rôle de lutter contre les idées reçues, contre toutes les fausses informations qui peuvent circuler. On est aussi un lieu de réponse par rapport à ça.
Bruno Macquart, vous voulez conclure Oui, d'un mot? Oui, l'immersion, c'est sans doute un moyen de décupler le plaisir qu'on offre à nos visiteurs, donc on aurait tort de s'en priver. Merci infiniment à vous deux. Je pense qu'on aura compris, on aura retenu de cette journée qui va nous être résumée dans un instant, à quel point c'était un enjeu crucial pour vous à la tête de vos établissements, que c'était aussi assez passionnant, que finalement ça avait renouvelé vos métiers avec de nouveaux enjeux, de nouvelles solutions, de nouvelles clés pour toucher encore et mieux tous les publics. Merci infiniment à l'un et à l'autre d'avoir ainsi permis à chacun de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à toute la richesse de ce qui a été évoqué aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Musée des Confluences.